vous êtes ingénieur de Centrale Paris, hein, et ensuite vous avez fait un doctorat en économie. Le professeur François Morin, qui est le fondateur du LEREPS à Toulouse, qui n'a pas pu venir ce soir, me dit que vous êtes un grand spécialiste des questions énergétiques et écologiques, et donc il vous connaît bien à ce titre-là en particulier. Et donc vous avez publié de nombreux articles, évidemment, et puis quelques livres, quelques ouvrages, dont en 2004, c'était La divergence économique États-Unis-Europe. En 2016, avec Jean-Hervé Lorenzi et puis Hélène Xuan, déjà la France, le désarroi d'une jeunesse, 4 propositions pour un nouveau contrat entre générations. Et puis en 2021, la question intergénérationnelle. Donc c'est vraiment un des sujets principaux qui vous anime. Là, c'était en fait avec Jean-Hervé Lorenzi et avec François-Xavier Albouy. Alors, vous êtes le directeur scientifique de la chaire universitaire Transition démographique, transition économique. Et donc, cette chaire est hébergée par l'Institut Louis Bachelier à l'université à Paris-Dauphine. Et cette chaire est un lieu de recherche et de débat sur l'impact du vieillissement et de la longévité sur notre économie et sur la société en France. Elle a été fondée en 2008 à l'initiative de Jean-Hervé Lorenzi, qui est par ailleurs le président du Cercle des économistes, et c'est avec lui que vous avez en particulier écrit donc le livre qui est le support de notre soirée, hein, La grande rupture. Alors vous voyez, moi je l'ai bien lu, ce livre-là. Hein. Il est disponible, il sera disponible après pour la salle de presse. Là. Bon, j'en déflorerai pas le contenu, hein, je vous rassure, hein, mais je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Et donc, j'ajouterai juste, avant de vous passer la parole, le fait qu'il a tout récemment obtenu donc, le prix Colbert 2022. Vous nous direz peut-être un peu ce qu'est ce prix Colbert un peu plus tard. Si ce n'est pas dans votre présentation, ça sera à l'occasion des questions. En tout cas, voilà, vous avez eu ce prix. Donc, je préfère maintenant vous donner directement la parole. Tenez, vous pouvez prendre je sais pas, vous l'avez utilisé, celui-là. Celui-ci. Prenez celui-là. Voilà. Merci Jean-Marie. Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord de cette invitation avec un temps qui est exceptionnel. Donc, on en a profité effectivement pour faire un peu de tourisme dans votre région. Et vraiment, la date était très bien choisie. Alors, peut-être un mot sur cet ouvrage qui a été écrit avec Jean-Hervé Lorenzi. Bon, Jean-Hervé Lorenzi, je travaille avec lui depuis une vingtaine d'années. Il a créé la chaire Transition démographique, transition économique. C'est le fondateur du Cercle des économistes et aussi des rencontres économiques d'Aix. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais faire un tout petit peu de publicité pour les rencontres économiques d'Aix. C'est l'événement majeur en économie en France et en Europe. À mon avis, bien plus intéressant que Davos. Et il y a plusieurs milliers de personnes qui viennent. En règle générale, c'est au début juillet, le premier week-end de juillet. Et il y a des centaines d'intervenants du monde entier. Et cette année, il y avait plus de 200 ou 300 000 personnes qui ont suivi ça en visio. Donc, ce sont des rencontres exceptionnelles. Et voilà, je finis la publicité. Alors, depuis 20 ans, on travaille ensemble parce qu'on n'est pas satisfait des théories de la croissance économique, d'une manière générale, la façon dont les économistes pensent ça. Et donc, on a effectivement essayé de mieux comprendre ce qu'est la croissance économique, ses défauts, ses avantages, et puis de repenser cette croissance. Voilà. Et la grande rupture, c'est l'aboutissement d'une vingtaine d'années de travail ensemble, de réflexion. Alors, je vais peut-être me mettre à côté de l'ordinateur parce que je vais utiliser des transparents. Alors, peut-être le prix. Oui, le prix Colbert, c'est un prix qui est décerné par l'Institut de France et, tous les ans. Et pour récompenser un livre qui, finalement, est innovant sur le plan de l'économie et puis qui, d'une certaine manière, réhabilite un peu Colbert.
un grand serviteur de l'État, premier économiste de l'économie industrielle, ayant favorisé les manufactures, etc. Alors, pourquoi? Je vais d'abord commencer par expliquer de notre point de vue pourquoi on a choisi ce titre, La Grande Rupture, et en sous-titre, Réconcilier Keynes et Schumpeter. Pourquoi la Grande Rupture? Nous, on est persuadés que le capitalisme est à un tournant de son histoire. Si je prends l'histoire la plus récente depuis la récession de 2008-2009, vous vous souvenez, cette grande crise financière qui a failli emporter tout le système monétaire, crise qui n'avait pas du tout été anticipée. Et depuis le capitalisme est devenu, nous on estime, on est devenu inefficace. La croissance n'arrête pas de se ralentir. Alors, la croissance, on peut critiquer la croissance, il faut le faire, mais les mesures n'ont pas arrêté de se ralentir. La croissance est de plus en plus ralentie. Par exemple, aux États-Unis, pendant tout le XXe siècle, en dehors des périodes de crise, les États-Unis ont connu une croissance annuelle d'environ 3%, entre 3 et 4% du PIB. C'est quelque chose qui était très régulier. Et depuis les années 2000, et surtout depuis 2008-2009, même les États-Unis ont des croissances inférieures à 2% par an. Et vous voyez, après un siècle de croissance quasiment régulière, la croissance chute. Alors en France, depuis la grande crise de 2008-2009, on n'est à même pas un point de croissance annuelle. Avec un point de croissance annuelle, vous ne pouvez pas augmenter beaucoup les salaires. Il y a des déficits qui s'accumulent un peu partout, vous êtes obligé de vous endetter. Bref, ce n'est pas une situation très favorable. Alors, quand vous continuez à regarder les pays, l'Italie, notre proche voisin, alors lui est dans une situation économique catastrophique depuis 2008-2009. L'Italie a connu 5 ou 6 récessions économiques. La hausse du chômage, c'est le seul pays en Europe, dans les pays occidentaux, c'est le seul pays qui est vraiment dans la décroissance depuis 10 ans. Là, entre 2008, 2009 et 2019, je ne parle pas des dernières années, parce qu'avec la Covid, etc., forcément, il y a eu des récessions, etc. Mais la période 2009-2019, l'Italie, 5 récessions, chômage croissant, 2 millions de jeunes qui ont quitté l'Italie depuis 20 ans, etc. L'Italie, de notre point de vue, c'est le pays qui est en décroissance. Si on veut un exemple de décroissance, et ce n'est pas très encourageant. Le Japon, Japon, c'est pareil, c'est le pays le plus vieillissant qui est en crise depuis 1991, donc avec des croissances pareilles, en moyenne 1% par an, pas plus, comme la France. Alors, si on prend un peu de recul, depuis quand peut-on caractériser cette période finalement du capitalisme? Alors, on peut l'appeler néolibéralisme, hyperlibéralisme, etc. Mais en gros, c'est depuis les années 79-80. Il s'est passé pour les gens de ma génération un choc à l'époque, c'était l'arrivée de Margaret Thatcher en Angleterre, puis l'arrivée de Reagan aux États-Unis. Et c'est les politiques qui changent complètement. On réduit drastiquement les impôts, on favorise la concurrence à outrance, on lutte contre les syndicats, etc. Et les inégalités croissantes démarrent à partir des années 80. Donc, il y a eu une première rupture, effectivement, dans les années 80. Et nous, on pense qu'on est maintenant dans une deuxième rupture. Alors, le meilleur exemple, c'est tout récent. Hein, c'est la première ministre britannique, Liz Truss, qui a duré une quarantaine de jours, qui a voulu instaurer un programme à la Thatcher et s'est trompée d'époque. Ça ne fait plus recette et même les marchés financiers l'ont sanctionné. C'est-à-dire que la promesse de baisse d'impôts n'a pas été jugée crédible et elle a démissionné hier ou avant-hier. Voilà. Pour nous, c'est une rupture. Ça montre la rupture que l'on est en train de vivre avec cette phase
de l'ultralibéralisme, qui pouvait avoir certains avantages, par ailleurs, mais en tout cas, qui a conduit à des inégalités absolument croissantes et, voilà, et à la hausse des profits, on y reviendra. Alors, les économistes se posent la question, est-ce qu'on va vers la stagnation séculaire, c'est-à-dire que les économies ralentissant de plus en plus, est-ce qu'on va connaître une période comme dans certains pays, comme au XIXe siècle, en gros, une croissance tellement faible qu'on ne peut plus augmenter en tout cas le pouvoir d'achat, qu'il n'y a plus de progrès. Première question. Deuxième question, est-ce qu'il faut aller vers la décroissance? Donc là, nous, on remarque que la décroissance, elle est déjà à l'œuvre en Italie et que ce n'est pas réjouissant. Donc, ça ne nous paraît pas des solutions. Donc, notre première conviction, c'est que la croissance économique n'est pas morte, mais qu'il faut complètement la repenser. Elle a trop de défauts, j'y reviendrai, elle a trop de défauts actuellement, il faut donc la repenser. Et il faut tenir compte des nouveaux défis. Les nouveaux défis, c'est le changement climatique, ça va de soi. Il va falloir obtenir la neutralité carbone en 2050. Il va falloir tenir compte du vieillissement, le vieillissement de la population, qui est un fait avéré et qui, j'en reparlerai, qui est un phénomène qui est en train de s'aggraver. Et puis la révolution numérique qui bouleverse les organisations du travail, etc. Alors pourquoi réconcilier Keynes et Schumpeter? Vous savez que dans l'histoire, des grands économistes ont beaucoup influencé les hommes politiques. Et Keynes et Schumpeter, tout particulièrement. Alors Keynes et Schumpeter, pour les resituer, ils sont nés tous les deux en 1883, juste l'année de la mort de Karl Marx. Donc c'est la génération d'après Karl Marx. Et c'est des économistes qui vont marquer le XXe siècle et qui vont continuer à nous marquer. Alors Keynes, c'est celui qui en 1932, après la crise de 1929, c'est celui qui théorise le rôle de la demande, l'importance effectivement que les salaires augmentent, qu'il y ait une vraie demande pour que la croissance puisse se poursuivre. Il théorise le rôle de l'État, ce qui est tout à fait nouveau. Les économistes libéraux avaient tendance à penser que l'État n'avait surtout aucun rôle à jouer. Et il va avoir son heure de gloire, évidemment, à la crise de 29 et surtout pendant l'après-Seconde Guerre mondiale, les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, ces 30 années de croissance magnifique, la France s'en souvient toujours avec beaucoup de regrets. C'est en gros 1950 à 1973, une croissance de 4, 5, voire 6% annuel, et le pouvoir d'achat, évidemment, a considérablement augmenté. C'est l'époque où les ménages français s'équipent en voiture, en réfrigérateur, lave-linge, etc., etc. Donc ça, c'est Keynes, et son grand rival économique, c'est Schumpeter. Schumpeter, qui est le théoricien de l'innovation. C'est lui qui, en 1911, dit le capitalisme est un capitalisme de l'innovation qui bouscule, et l'innovation bouscule les structures. Les entreprises, de nouvelles entreprises naissent, il y en a d'autres qui disparaissent parce que les technologies évoluent. Et son discours en 1911 passera inaperçu. Il n'aura pas de succès. Et à mon avis, Keynes aurait bien fait d'écouter un peu Schumpeter. Et Schumpeter va être réhabilité justement à partir des années 80. À la fin des 30 Glorieuses, en gros, le progrès semble s'épuiser. Et donc, l'innovation redevient une priorité. Alors, aux États-Unis, c'est même assez extraordinaire parce que Reagan, l'hyper-libéral, va réhabiliter Schumpeter et va tout faire pour développer l'innovation aux États-Unis. Le système d'innovation américain, il est bâti dans les années 80-90. Et vous en voyez aujourd'hui tous les succès, Microsoft, Apple, etc., sont nés dans les années 90 suite aux réformes que Reagan avait faites en aidant les entrepreneurs, à innover. C'est tout à fait nouveau à l'époque.
Et le système d'innovation américain doit beaucoup à ces lois. Moi, j'ai publié il y a en 2006-2007 un livre qui s'appelle « La croissance américaine ou la main de l'État ». C'est-à-dire pour montrer que la croissance américaine, contrairement à ce qu'on pensait, n'est pas due uniquement à l'esprit d'entreprise américain, il est dû aussi au rôle de l'État, qui finance, qui soutient l'innovation à une échelle dont on n'a pas idée, et qui continue à le faire. Et à mon avis, l'Europe avait bien dommage de ne pas s'en inspirer. Alors, l'interminable, Schumpeter et Keynes, on les a opposés. Keynes, c'était l'homme de la demande, et Schumpeter, l'homme de l'offre. Et toutes les politiques, et vous pouvez reprendre les déclarations politiques, etc., en règle générale, on dit, on oppose l'offre et la demande. On est plutôt dans les théories de l'offre. Vous pouvez prendre la France depuis ces 20-30 dernières années. On vous explique qu'effectivement, la théorie de l'offre, c'est ce qui est. Il faut satisfaire la théorie de l'offre, donc il faut favoriser les entrepreneurs, etc. Donc nous, on dit que ce n'est pas faux, hein. Mais on a bien tort de ne pas tenir compte de la demande. Et donc, nous, on a une nouvelle théorie qui consiste à dire il ne faut pas choisir entre l'offre et la demande, il faut choisir l'interaction entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que les deux phénomènes s'auto-complètent. Quand un entrepreneur crée une usine, il embauche des salariés. Ces salariés, s'ils les payent bien, ils vont créer une demande de nouveaux produits qui se retournent vers les entreprises. Donc, on voit qu'une politique de l'offre doit aussi favoriser la demande, puisqu'il faut que les produits que les entreprises mettent sur le marché, il faut bien qu'ils soient achetés par les consommateurs. Donc, nous, on considère que la croissance est une réaction en chaîne entre les accroissements de l'offre et de la demande. Et ça, c'est une vision qui a été oubliée, qui était la vision de Kaldor, un économiste hongrois naturalisé anglais. Et donc, nous nous sommes inspirés de cette théorie pour développer une nouvelle théorie de la croissance. Dans cette nouvelle théorie de la croissance, donc, on considère que la demande et l'offre jouent un rôle aussi important l'une que l'autre. C'est une erreur en gros, d'oublier le rôle de la demande en dehors des périodes de crise. Et voilà, et on a développé un modèle mathématique sur ces sujets. Alors, quels sont les enseignements? Les enseignements pour nous, c'est qu'on met en évidence 6 répartitions. Il y a 6 variables très importantes qui ont été en partie oubliées, en partie négligées depuis 20 ou 30 ans. Alors, la première, c'est le débat classique entre profit et salaire. Vous savez que c'est un vieux débat qui divise les économistes. On a longtemps pensé que les profits allaient être réduits à zéro suite à la concurrence. Bon, ça ne s'est pas avéré. Les profits, en gros, on peut considérer que le partage de la valeur ajoutée entre profit et salaire, c'est aux environs de 25 à 40-45% de la valeur ajoutée. Donc, les profits, c'est plutôt autour de 30%. Si on veut retenir un chiffre, souvent dans l'histoire, c'est autour de ces valeurs. Or, qu'est-ce qu'on constate depuis 20 ans? La hausse des profits. La hausse des profits. Aux États-Unis, par exemple, 1960-2000, 34% de la valeur ajoutée était considérée comme des profits. Et donc, ça veut dire que les salaires représentaient le complément 66%. Mais que se passe-t-il? Cette part n'arrête pas d'augmenter. À partir de 2000, 36%, à partir de la crise de 2008-2009, 39%. Des taux dans l'histoire très rarement atteints, quasiment jamais atteints. Et nous, on y voit, dans cette hausse des taux de profit, on y voit la source de la baisse de la croissance. Le dynamisme économique ne va pas avec la hausse des profits. Donc, on pense que la théorie du ruissellement est une théorie qui est complètement fausse. Cette théorie qui consiste à dire que plus les profits sont importants, plus la croissance est importante, plus ça rejaillit sur l'ensemble de la population, l'ensemble des classes sociales, etc. L'histoire, en tout cas, les faits montrent que ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, voilà, les profits n'ont pas arrêté d'augmenter,
depuis les années 2000, alors qu'ils étaient relativement stables tout au long du XXe siècle. Il faut voir que c'est une rupture de tendance extrêmement importante. Donc, les profits augmentent de manière considérable à partir des années 2000 et la croissance chute. Donc, nous, on y voit un lien. Alors, si je prends d'autres pays, c'est même encore plus flagrant. L'Italie, qui connaît la décroissance, a les taux de profit records de l'Europe. Plus de 40% de la valeur ajoutée. Donc, nous, on y voit un lien direct entre effectivement des taux de profit excessifs, jamais atteints dans l'histoire, en Italie, par exemple, et puis le fait que l'Italie est un pays en crise économique quasi permanente. Autre répartition, les investissements entre création et destruction d'emplois. Bon, là, c'est très schumpeterien, c'est qu'on est donc dans la destruction créatrice. Schumpeter a théorisé la destruction créatrice, donc les entreprises, les nouvelles technologies détruisent et rendent obsolètes les anciennes technologies, donc les entreprises disparaissent, ça détruit des emplois, mais on crée des emplois par ailleurs. Alors ce mouvement qui a été sous-estimé pendant longtemps, c'est un mouvement qui est permanent. On estime que chaque jour, vous avez autour de 10 000 créations ou destructions d'emplois en France, dans tous les pays. Dans tous les pays occidentaux, vous avez un nombre considérable d'emplois qui se créent ou qui se détruisent. Et donc, où se situe l'équilibre? Quand vous détruisez plus d'emplois que vous n'en créez, vous avez du chômage. C'est le cas de la France pendant longtemps. D'où l'importance de cet équilibre entre création et destruction d'emplois et au travers des investissements. Alors, les investissements, on distingue les investissements, si vous voulez, de capacité. On crée une nouvelle usine qui va produire des trains, des pompes à chaleur. Et vous avez en même temps, dans l'industrie automobile, vous robotisez, donc des investissements de procédés qui vont économiser d'emplois. Donc, vous avez bien deux types d'emplois. Et donc, nous, on considère qu'il faut faire attention à ces créations et destructions. Alors, ça va très loin parce que ça pose le problème, faut-il taxer les licenciements? Si on veut réduire un peu les destructions d'emplois, eh bien, figurez-vous qu'aux États-Unis, depuis plusieurs décennies, dans la plupart des États, vous avez des taxes sur les licenciements. L'Europe n'a jamais voulu en instaurer. La France va expérimenter des taxes sur les licenciements là, dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année. Et nous, ça nous semble une régulation que même un pays considéré comme très libéral a instauré déjà depuis longtemps. Répartition, autre point très important qui détermine le dynamisme économique, la répartition de l'épargne entre actifs risqués et actifs sûrs. En France, on épargne beaucoup. Et la crise du Covid a accéléré encore le niveau d'épargne. On n'a jamais autant épargné. Mais le problème, de notre point de vue, c'est que cette épargne va vers les actifs sûrs et non pas vers les actifs risqués. Les actifs sûrs, qu'est-ce que c'est? C'est les obligations d'État, c'est qu'on prête, les épargnants, par des tas de mécanismes, prêtent des sommes importantes à l'État qui s'endette. Ça ne génère pas forcément beaucoup de richesses. Donc, les investissements plus risqués dans les nouvelles technologies, etc., là, c'est en règle générale des investissements qui peuvent échouer. Les investissements risqués ne réussissent pas, mais ça peut être très promoteur. C'est par exemple l'investissement pour les vaccins ARN. Bon, vous voyez, dernier exemple, c'est un Français en plus, Moderna, qui est le patron, Jean-Louis Bancel, qui avait investi plusieurs années avant la découverte de l'ARN messager, du vaccin. Il avait investi parce qu'il était persuadé que c'était prometteur, mais personne en France n'avait voulu l'écouter. Donc, il avait été aux États-Unis, créé Moderna, et voilà. Et avec la Covid, il y a eu le succès. Donc, c'est ça un investissement risqué. C'est un investissement qui peut échouer, mais qui peut rapporter énormément quand il réussit. Et en France, ces investissements risqués sont faibles. Un chiffre, nous avons en France 8 à 10 000 business angels, c'est-à-dire des entrepreneurs qui risquent leur propre argent sur des investissements risqués.
Vous en avez 50 000 en Angleterre. Vous en avez 300 000 à 400 000 aux États-Unis. On est dans une autre échelle, une autre culture du risque. Et ça, c'est finalement une conception assez schumpeterienne. Répartition des revenus entre générations. Ça nous paraît, c'est très important aussi pour nous. C'est que les revenus entre générations ont beaucoup évolué. Et ils ont évolué d'une manière qui n'est pas favorable à la croissance. Il y a 50 ans, un jeune, dans les années 70, un jeune qui démarrait à 25 ans, il était mieux payé que la moyenne nationale. C'est-à-dire qu'à 25 ans, vous étiez mieux payé qu'effectivement le salarié moyen. Actuellement, c'est l'inverse. Vous êtes moins bien payé et vous avez en gros 10 à 20% de moins que le salarié moyen. Vous voyez, ce basculement en 50 ans, alors ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les jeunes qui arrivent sur le marché vont moins consommer. La dynamique liée à l'arrivée des jeunes sur le marché est plus faible. Donc, ce que les économistes ont appelé l'effet dividende démographique, c'est-à-dire l'arrivée de générations nombreuses dans les années 50, 60, ces générations arrivées nombreuses, elles étaient mieux payées que la moyenne, elles consommaient beaucoup, et donc ça dynamisait l'économie. Le phénomène n'existe plus. Et même, il s'aggrave, parce que vous aviez un autre phénomène, les retraités, par exemple, pendant longtemps, il y a 50 ans, les retraités avaient des niveaux de vie très faibles. Puis ça s'est progressivement beaucoup amélioré jusqu'en 2005. Les nouveaux retraités avaient des pensions supérieures à la génération précédente. Donc les retraites ont beaucoup augmenté. Elles ont tellement augmenté que maintenant les nouveaux retraités épargnent. Ce qui est un phénomène qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans. En règle générale, les nouveaux retraités puisaient sur leur épargne pour mieux vivre. Maintenant, les nouveaux retraités, une bonne partie d'entre eux épargnent, ce qui ne va pas dans le sens effectivement de la consommation, ça va dans le sens de l'épargne toujours plus importante. Alors, répartition des emplois selon les qualifications, là aussi, c'est un phénomène de ces 20 à 30 dernières années qui est tout à fait important, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la polarisation des emplois. Vous avez, suite à la révolution numérique, depuis 20-30 ans, dans les pays occidentaux, le nombre de qualifiés augmente. Il y a de plus en plus de gens qualifiés, très qualifiés, Bac+3 et voire au-dessus. Bon, on peut considérer que c'est tout à fait bénéfique, hein, effectivement. Mais vous avez aussi le nombre de gens peu qualifiés ou pas qualifiés qui augmente. C'est les emplois chez McDo, Amazon, etc. Ces emplois peu qualifiés augmentent en nombre. Ce qui fait que la classe moyenne rétrécit. Et donc, on peut comprendre que sociologiquement, ça provoque effectivement les gens qui sont dans la classe moyenne avec des qualifications moyennes vivent ça mal. Ils craignent effectivement d'être un jour obligés de prendre des emplois très peu qualifiés, des emplois en règle générale à contrat à durée déterminée, des emplois dans l'intérimaire, etc., etc. Bon, ça a un effet majeur sur l'épargne et la consommation. Les gens très qualifiés, dont le nombre augmente, vont épargner. Et les gens qui arrivent sur le marché qui sont peu qualifiés ont des salaires pas très importants, donc ils ne vont pas consommer énormément. Donc vous avez toujours encore ce déplacement vers l'épargne. Donc déséquilibre également sur l'épargne et la consommation. Je termine sur la 6e répartition, les dépenses ont le caractère social ou privé. Bon, pour nous également, ça a un effet majeur. Il faut savoir que les dépenses sociales ont beaucoup augmenté en France, ce qui est normal. Hein, depuis 50 ans, les dépenses de santé ont été multipliées par 3 ou 4 par personne. Hein. Vous avez un chiffre, par exemple, les dépenses de santé, de protection sociale, c'était 5 à 10% du PIB il y a 50 ans, 50-60 ans. Actuellement, on dépense 30%, autour de 30% de l'ensemble de la richesse produite, l'ensemble du PIB, 30% part en dépenses de protection sociale, dépenses de retraite, dépenses de santé, les différentes allocations, chômage, etc., etc. Ça représente 30%. Il y a 20 ans, il y a des économistes américains qui disaient si un jour on dépasse les 25 à 30% en protection sociale, on sera dans un pays socialiste.
bon, en fait, partout, y compris aux États-Unis d'ailleurs, la protection sociale, c'est-à-dire l'ensemble retraite, santé, etc., a atteint des niveaux très, très importants. Bon, donc ça a été un dopant de la croissance pendant longtemps, puisque vous dépensiez beaucoup plus en santé, les retraites augmentaient, etc. Bon, depuis 10 ans, ce n'est plus le cas. Les dépenses en santé augmentent, mais moins rapide, beaucoup moins rapidement. Les pensions augmentent, mais moins rapidement, voire elles diminuent depuis quelques années, etc. Et donc, on a de vraies interrogations sur l'importance à donner à la protection sociale, à l'éducation ou aux investissements d'avenir. Alors, par exemple, faut-il continuer à augmenter la protection sociale? C'est une question qui se pose. Faut-il continuer à augmenter les dépenses de protection sociale au détriment des investissements d'avenir? Les investissements d'avenir, c'est les investissements dans l'éducation, les investissements dans le numérique, etc. Alors, c'est une question qui est devenue de l'actualité en Italie, par exemple. En Italie, les dépenses de santé sont considérables. C'est 18% du PIB. Et les dépenses d'éducation n'ont pas arrêté de diminuer. Donc, un certain nombre d'hommes politiques se posent la question, est-ce qu'il faut continuer à augmenter les retraites et puis à baisser les dépenses d'éducation? On voit bien qu'on a un problème. On a un problème majeur en Italie. Donc, la Commission européenne a posé la question à l'Italie, vous devriez réfléchir effectivement, vous ne pouvez pas continuer à réduire les dépenses d'éducation, à augmenter les dépenses de retraite, ou alors il faut trouver un autre équilibre. Voilà. Alors nous, avec ces 6 répartitions, donc on considère que c'est une autre vision de la croissance et que ces 6 répartitions doivent nous guider dans les choix. Alors, ce qu'on a fait, c'est l'exercice 2020-2050, c'est-à-dire on s'est dit quelles conséquences pour les 30 prochaines années. On est face à des défis absolument inédits, d'une ampleur un peu effrayante, hein, et des inégalités sociales qui ont augmenté. Le changement climatique, qu'il va falloir surmonter avec la neutralité carbone dans 30 ans. Ça veut dire qu'en réalité, il faut investir dès maintenant. Il faut aller vers le plein emploi. On ne peut pas continuer en France à avoir du chômage, être les champions des pays européens avec du chômage à 8, 9, 10%. Alors, ce chômage a été réduit, je crois, tout à fait réellement depuis 2-3 ans, mais on est quand même encore à 7-8%. Ça veut dire 2 ou 3 millions de chômeurs en France, c'est quand même beaucoup. Alors, comment nous, on s'est posé la question d'une croissance durable et inclusive. C'est-à-dire une croissance durable, il faut aller vers la neutralité carbone. Or là, on sait qu'il faut investir massivement. Il faut investir quasiment 50 milliards par an contre le changement climatique, c'est-à-dire dans les nouvelles énergies, les économies d'énergie, etc., que ce soit les énergies renouvelables, le nucléaire, il va falloir investir et plus changer les comportements. Bon, tout ça, ce sont des investissements considérables. 50 milliards par an, il faut le faire. Mais ce n'est pas insurmontable, de notre point de vue. Le plein emploi, il faut arriver à 3 ou 4% de chômage, ce qui en règle générale est considéré comme le plein emploi. Alors comment le faire? Nous, on est persuadés qu'il faut que le pouvoir d'achat augmente et qu'on retrouve un minimum de gains de productivité. C'est-à-dire que la stagnation séculaire n'est pas une solution, la décroissance n'est pas une solution. Il faut retrouver une croissance raisonnable avec des gains de productivité et un pouvoir d'achat. Si on veut que les ménages s'équipent en pompe à chaleur, en voiture électrique, il va falloir augmenter le pouvoir d'achat ou subventionner les achats, comme on commence à le faire, comme on le fait pour les voitures électriques, par exemple, pour les revenus modestes.
il va falloir augmenter le pouvoir d'achat ou subventionner un certain nombre de choses. Sinon, on ne voit pas comment on pourra obtenir la neutralité carbone si effectivement les entreprises produisent des produits verts et que les gens n'ont pas les moyens de les acheter. Donc c'est pour ça que de notre point de vue, c'est possible avec de nouvelles répartitions. Alors, on a fait l'exercice. On est les seuls économistes à avoir osé quantifier de nouvelles répartitions avec notre modèle et notre nouvelle façon de voir la croissance économique. Bon, premier point, des revenus plus favorables au travail. Ça, c'est sûr, il faut que les entreprises acceptent, ou en tout cas acceptent d'augmenter davantage les salariés, d'augmenter les primes, qu'importe, de notre point de vue, il faut augmenter les revenus des salariés, surtout qu'en France, on constate que les revenus des salariés sont plus faibles que dans d'autres pays. Donc, augmenter, alors ça suppose de diminuer un peu les profits. Mais nous, on est persuadés que la diminution des profits va aller dans le sens du dynamisme économique. Et ça nous rappelle, c'est un débat d'il y a 200 ans. Adam Smith avait écrit dans les années 1780, donc vous voyez, ça date. Il s'était interrogé à l'époque sur le fait qu'il comparait l'Angleterre et la Hollande. L'Angleterre, puissance importante, et la Hollande, petit pays, mais très dynamique à l'époque, ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il avait constaté? Les Hollandais étaient très dynamiques, croissance importante, et les taux de profit des entreprises hollandaises étaient plus faibles que les taux de profit des entreprises anglaises. Et Adam Smith, donc il y a 200 ans, s'interrogeait en se disant, est-ce qu'il y a un lien? Cette interrogation a été perdue. Nous, on considère qu'il faut la réhabiliter. Pendant 200 ans, les économistes ont refusé de voir un lien entre, en gros, la croissance et les taux de profit. Donc, nous, on considère qu'il faut réhabiliter cette question. Et on a calculé qu'il fallait transférer, en gros, c'est quasiment d'ici 2050, 100 milliards de plus pour les salaires. C'est pas rien. Hein. Bon, un certain nombre d'entrepreneurs ou d'associations ne comprennent pas notre raisonnement à tort. Parce que nous, on montre et on considère qu'effectivement, une réduction qui n'est pas une réduction scandaleuse des profits favorisera le dynamisme économique, favorisera le retour aux gains de productivité, etc. Des investissements plus favorables aux créations d'emplois. Donc là, il faut tout faire pour que les emplois soient créés dans les nouvelles technologies, pour les produits verts, etc. Donc, il faut encourager ça. Et pour les encourager, il faut développer la recherche. Moins on fait de recherche, plus on va s'obstiner à réduire les coûts, à automatiser, etc. Et la France a eu ce défaut, effectivement, faiblesse de la recherche par rapport à l'Allemagne, par rapport aux États-Unis, ce qui incite les entrepreneurs à rechercher la réduction des coûts. Et donc, on ne crée pas d'activités nouvelles ou pas suffisamment, etc. Donc, vous voyez, des conditions à ça, c'est aussi beaucoup investir dans la recherche, dans l'innovation, etc. De l'épargne plus favorable aux actifs risqués, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'il faut favoriser les investissements risqués, il faut favoriser les nouvelles technologies. Alors, l'État a fait de grands progrès dans ce domaine. Hein. Le système d'innovation français a beaucoup progressé. En 2000, on était classé comme 20e pays innovant. Actuellement, on est maintenant considéré comme le 10e pays innovant dans le monde. Bon, on a devant nous les Allemands, les Suédois, les États-Unis, etc. Donc, nous, on considère qu'il nous faut il nous faut rentrer dans le top 10 des pays innovants. Et ça veut dire qu'il faut faire un effort de formation de moyens, mais aussi de culture du risque, encourager les techniciens, les ingénieurs et les scientifiques à innover, créer des entreprises et prendre des brevets, qu'importe, mais il va falloir le faire.
Des revenus plus favorables aux jeunes générations. Donc là, il faut retrouver un nouvel équilibre entre les revenus des générations. Donc, il faut revenir, de notre point de vue, il faut revenir à effectivement des revenus pour les jeunes plus importants. Alors, c'est pas simple à faire, hein, mais il faut favoriser les jeunes générations qui ont des revenus trop faibles ou des emplois souvent en CDD avant 30 ans. Avant 30 ans, en règle générale, hein, vous allez, à part, mettons, les très diplômés, vous allez de CDD en CDD, etc. Bon. Il faut trouver d'autres solutions. Des emplois très qualifiés. Là, il y a un mouvement vers la qualification, les hautes qualifications, qui est très favorable actuellement. Donc, il ne s'agit pas de le remettre en question, au contraire. Mais par contre, le mouvement défavorable, c'est qu'il y a de plus en plus d'emplois peu qualifiés ou pas qualifiés. Donc là, il faut favoriser la formation pour que les emplois très peu qualifiés soient en nombre très réduit. Nous, on dit qu'il ne faut pas que ça dépasse 10%. On est plutôt à 20% et quelques. Donc, ça veut dire qu'il faut développer les systèmes de formation continue, la seconde chance, etc. Des dépenses plus favorables à l'éducation et aux investissements d'avenir. Donc là, effectivement, investir davantage pour l'éducation. Il faut savoir qu'en France, l'effort d'éducation a stagné. En pourcentage de la richesse, l'effort d'éducation a stagné, voire un tout petit peu régressé depuis 15-20 ans. Donc, on n'est pas dans une société, contrairement à ce qu'on peut penser, qui a augmenté l'effort d'éducation. L'effort d'éducation a suivi la richesse, mais le poids de l'éducation dans le PIB n'a pas augmenté. Départ plus tardif à la retraite. Alors ça, c'est le débat sur les retraites. Alors peut-être quelques mots, parce que ma chère a pris position sur la réforme des retraites. Et donc, nous, dans cette logique, on pense qu'il faut augmenter le taux d'emploi des seniors de 55 à 65 ans. Mais il faut arrêter le débat sur l'âge légal de départ à la retraite. Ce débat, de notre point de vue, c'est ce qu'on a exprimé au mois de juin dans une conférence, ce débat n'a pas lieu d'être. Il est déplacé. Tout le monde ne peut pas travailler jusqu'à 64, 65 ans. Ça poserait de redoutables problèmes si on reportait l'âge de la retraite. En plus, ça ne serait pas forcément gagné parce que si vous mettez l'âge de la retraite à 64 ans et si les gens acceptent de partir avec une décote, vous n'aurez pas plus de personnes en emploi. Donc, la France se distingue là par une faiblesse du taux d'emploi des seniors. Il faut savoir que les 55-65 ans, en France, vous avez 58% des 55-65 ans qui sont en activité, qui ont un emploi. En Allemagne, 71%. En Suède, 77%. Et en Suède, on ne peut pas dire qu'effectivement, le système suédois oblige les seniors à travailler parce qu'ils auraient des pensions très faibles. Bon, donc il y a un autre. On voit que les Suédois ont amélioré les conditions de travail. Ils ont la formation des plus de 50 ans est 2 fois plus importante qu'en France. C'est-à-dire qu'ils dépensent 2 fois plus d'argent par personne de 50 ans ou plus pour les former, pour les maintenir en activité. Et vous voyez le résultat. Donc, si la France avait un taux d'emploi des seniors de 55 à 65 ans équivalent à la Suède, c'est 1,5 million de seniors qui seraient en emploi en plus en France. Donc, c'est une richesse considérable dont on se prive, hein, et que des pays comme la Suède ont très bien su mobiliser. Voilà, et puis pour terminer, alors, nous, on est préoccupés par ce qui pourrait être la future guerre entre les générations. Jean-Marie Pilot voulait que, effectivement, je traite aussi le problème, effectivement, pourquoi pas des conflits entre les générations. Nous, on est préoccupés par ça. C'est pour ça qu'on a beaucoup écrit sur
effectivement la question intergénérationnelle. Et là, il y a de nouveaux éléments d'inquiétude. Alors pourquoi? Parce que le vieillissement est en train de s'accélérer. Le vieillissement en France, c'est le fait qu'en gros, il y a de plus en plus de personnes de plus de 60 ans. L'âge moyen augmente régulièrement. Et vous avez actuellement 26% de la population qui a plus de 60 ans. 26%, bon, 26%, ça fait en gros 16 millions de personnes en France qui ont plus de 60 ans. Or, ce phénomène va s'accélérer. Dans 20 ans, il y aura quasiment 3 à 4 millions de plus de 60 ans. Mais ce n'est pas forcément le plus embêtant. C'est que la génération du baby-boom, en gros ma génération d'ailleurs, va arriver aux grands âges dans les 20 ans qui viennent. Et ça veut dire qu'effectivement, les problèmes de perte d'autonomie, de dépendance, de soins vont devenir primordiaux. Dans les 20 ans qui viennent, par exemple, le nombre de plus de 75 ans va doubler. Il va tripler d'ici 2040. Donc, vous voyez, donc vieillissement accéléré pour les 20 prochaines années, et au sein de des plus de 60 ans, les problèmes de santé, les problèmes effectivement de perte d'autonomie vont s'aggraver. Or, ça, c'est un phénomène sur lequel la société française est complètement bloquée. Vous avez, on ne compte plus le nombre de présidents qui ont promis de développer une loi du grand âge et puis d'augmenter les dépenses sur la perte d'autonomie. Sarkozy, Hollande, Macron, premier quinquennat. Alors, ils ont tous promis effectivement d'augmenter les moyens. Alors, Macron a quand même créé le 5e risque avec quelques moyens. Bon, de notre point de vue, et je prends du point de vue de tous les spécialistes, ce n'est pas à la hauteur du problème, mais il y a eu quand même la création de ce 5e risque depuis 2 ans. Voilà, donc là, on est face à un défi qui est absolument majeur. Si on veut retenir sans trop de chiffres, le simple fait que la population vieillit fait que les dépenses de protection sociale vont augmenter de 90 milliards dans 10 ans. Il faut voir l'importance de ces sommes. Dans 10 ans, le simple fait qu'effectivement les dépenses de santé vont augmenter, non pas par individu, mais le fait qu'il y a de plus en plus de personnes de plus de 60 ans, de plus en plus de 75 ans, les dépenses de santé et de retraite vont augmenter. C'est 90 milliards à trouver, à financer dans 10 ans. Bon, si on rajoute à ça le fait que la perte d'autonomie n'est pas financée actuellement, nous on l'a chiffré tout récemment, si on prend des normes habituelles de qualité, d'encadrement pour la perte d'autonomie, ce n'est pas le cas actuellement, vous avez tous en tête le scandale Orpea. Donc, si on prend un effort important pour encadrer et pour mieux accompagner les personnes âgées dépendantes, c'est tout de suite une vingtaine de milliards de plus dans 10 ans. Face à ce choc du vieillissement, nous, on pense qu'on va être dans une situation explosive si la croissance est faible, si les inégalités continuent à croître, et si on ne prend pas des moyens, effectivement, pour tout faire pour réduire le vieillissement, par la prévention, par l'activité, etc. Donc, le conflit entre les jeunes générations et les seniors risque de s'amplifier. L'exemple, c'est avec 1% de croissance par an, vous ne pouvez pas augmenter le pouvoir d'achat des jeunes, augmenter les dépenses de santé et de retraite, lutter contre la dépendance, etc. Avec 1% de croissance, vous n'y arrivez pas. On a l'exemple de 2009 à 2019, on n'y arrivait pas et en plus on s'est endetté. Donc on a un vrai problème. Voilà. Alors
On a fait, figurez-vous, on a fait d'ailleurs une conférence cette semaine. On a proposé de nouvelles politiques en faveur des jeunes générations, c'est-à-dire investissement majeur pour que les jeunes qui sont par exemple exclus du système scolaire soient réintégrés Vous avez actuellement en France, vous avez 1,5 million de jeunes de 18 à 30 ans qui sont hors emploi, hors diplôme et qui ne sont pas en formation. Donc, c'est des jeunes, une partie sont déscolarisés. Ces jeunes, il faut les rescolariser. C'est tout à fait envisageable. Hein. Les écoles de la deuxième chance, par exemple, savent faire ça. Il faut augmenter les compétences. De manière générale, ça veut dire une réforme de l'éducation majeure. Actuellement, par exemple, je vous donne un exemple, les économistes ont calculé que le fait que le niveau en mathématiques baisse, c'est très préoccupant. C'est très préoccupant pour la France, pour sa productivité, pour le futur pouvoir d'achat. Ça a l'air de rien, les mathématiques, mais vous avez sans doute au moins 30% des emplois qui demandent des mathématiques. Tout le domaine des assurances, la construction, etc. Vous avez besoin effectivement de gens qui ont un minimum de culture mathématique. Or, le niveau mathématique, en France, on a beau avoir des médailles Fields, hein, vous savez que le niveau mathématique baisse continuellement depuis 15 ans. Bon, ben ça, il y a une dernière étude qui a été faite par des économistes là, du Conseil d'analyse économique qui montre que ça va engendrer des pertes de pouvoir d'achat très importantes. Donc, c'est une réforme majeure. Alors, on voit effectivement qu'on est en train de se reposer des questions sur l'enseignement des mathématiques, mais ça suppose, si on veut effectivement rééquilibrer, retrouver un peu du pouvoir d'achat suffisant, si on veut réduire les inégalités, etc., il va falloir aussi faire une réforme majeure de l'éducation. Voilà, donc tout ça pour dire que, de notre point de vue, ce choc du vieillissement qui s'annonce, plus important que prévu, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire, c'est que la fécondité des femmes a diminué depuis plusieurs années. Donc, le nombre d'enfants par femme diminue, ce qui fait que les dernières statistiques, les dernières prévisions font qu'en 2041, la population française va commencer à décroître. Ce n'était pas du tout dans les hypothèses des démographes il y a quelques années. C'est un résultat d'il y a 2-3 ans. La population française va commencer à décroître en 2041 et donc la population active également. Bon, alors ça va décroître a priori lentement. Bon, d'ici là, bon, il se peut que la fécondité des femmes redevienne peut-être plus importante. Hein. Rien n'est définitivement joué, mais actuellement, on est sur de mauvaises tendances. Voilà, ce qui fait que pour nous, ça justifie d'autant plus de repenser la croissance. Et ce qui est à la base de notre point de vue de la croissance, repenser les modèles de croissance et centrer le débat sur des nouvelles répartitions, à notre avis, qui sont clés pour l'avenir, pour un avenir plus humaniste et pour faire face à tous les défis qui nous assaillent. Voilà. Merci de votre attention. J'ai peut-être été un peu long. Pas du tout, au contraire, je trouve que c'est très synthétique. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle? Questions là tout de suite là. Allez, on va commencer. Oui, bonsoir. Vous avez évidemment remarqué le débat qui a été initié par De Closet, comme d'habitude, sur les boomers ont dilapidé l'héritage. Hein, c'était le thème. Bon, ça paraît évidemment un point de vue superficiel sur le plan économique, je pense. Qui a dilapidé l'héritage? Est-ce que c'est effectivement les 30 Glorieuses avec des gouvernements
après tout, banalement généreux qu'on appelle la social-démocratie et qui, dès lors, favorise davantage la solidarité plutôt que la concurrence. Et par conséquent, est-ce que c'est, dans votre analyse, un peu plus de concurrence et donc de libéralisme, sans pour autant aller vers les termes horribles que vous évoquez en termes d'hyper-réalisme thatchérien? Ouais, oui, on connaît les thèses de François de Closet. Bon, disons que il faut bien reconnaître que le constat est très favorable aux boomers. Il ne faut pas le nier, effectivement. D'ailleurs, ma génération a profité de la paix, d'une croissance au moment des 30 Glorieuses, une croissance importante, et d'une formation de qualité, etc. Pour autant, sont-ils responsables de tous les problèmes? Moi, je crois que c'est évidemment ce que vous dites, je le partage, c'est une vision très, très simpliste. Le fond du problème, c'est plutôt, à mon avis, la façon dont on conçoit les rapports sociaux, les inégalités, le libéralisme, etc. Bon, donc c'est pour ça que nous, on s'est attaché à repenser la croissance, et puis le rapport entre les générations. Moi, je crois que, si vous voulez, on n'a pas assez favorisé les jeunes générations. Indéniablement, ce n'est pas forcément les boomers qui en sont les responsables, hein, mais en gros, effectivement, on a laissé quand même une jeunesse beaucoup mieux formée pour une partie d'entre eux. Il n'y a aucun doute, hein, il n'y a jamais eu autant d'étudiants, mais on n'a jamais eu autant de jeunes sans emploi, sans formation, qui sortent du système scolaire. 200 000 jeunes qui sortent du système scolaire, et on accepte ça depuis 20-30 ans. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve absolument inadmissible. Et probablement, c'est plutôt des points plutôt ce type de faiblesse française qui pose problème. Bon, la lutte contre le changement climatique, ouais, vous savez que la France, à la limite, c'est un des pays les plus vertueux. Si on considère les rejets de gaz carbonique par habitant, nous sommes en Europe et les plus vertueux. Alors après, on peut dire, et moi je considère que ce n'est pas suffisant, qu'effectivement on ne progresse pas suffisamment vite. Mais voilà, donc là, les rejets de gaz carbonique par habitant en France, ils sont autour de, alors ça dépend comment on compte, mais en gros, 6 à 10 tonnes par habitant, c'est 2 ou 3 fois plus aux États-Unis, c'est 30 ou 40% de plus en Allemagne, etc. Bon. Donc, on peut pas. Je pense qu'on a des avantages et on a des faiblesses, et plutôt que de parler d'opposition entre générations, il faut mieux effectivement essayer de surmonter nos faiblesses, mais en refusant le déni de nos faiblesses. On n'a pas assez de seniors en emploi, on n'a pas assez de jeunes en emploi, etc. Et on a des problèmes de financement de la perte d'autonomie. Bon, tant qu'on n'abordera pas de manière franche et frontale ces problèmes, je crains qu'effectivement on continue à décliner. C'est bon. Bonsoir. Oui, par rapport au problème de fécondité, je me disais que quid alors des politiques migratoires, justement, sur une population vieillissante. On est quand même dans une mondialisation, beaucoup de choses bougent. Donc, beaucoup de personnes qui viennent d'autres pays qui sont au contraire des pays beaucoup plus jeunes que le nôtre. On peut penser à l'Afrique, par exemple, bien sûr, et qui ont besoin de partir pour diverses raisons. Donc, on peut peut-être prendre en compte aussi
en tous les cas, mettre ça dans la balance sur nos politiques migratoires, je pense. Oui, alors effectivement, les politiques migratoires. Alors, il faut peut-être avoir en tête, si vous voulez, l'évolution des populations. En France, la population française continue à augmenter. Je vous ai dit qu'a priori, elle va diminuer sans doute en 2040. Donc, on a encore 20 ans de croissance de la population avec l'arrivée d'un certain nombre de jeunes, moins nombreux qu'il y a 10, 15, 20 ans, mais il y a des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Vous prenez l'Allemagne. L'Allemagne, la population diminue depuis 10 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qu'il y a plus de décès que de naissances en Allemagne depuis 10 ans. Donc, le problème, effectivement, ne peut pas être le même. Moi, je comprends que les Allemands aient fait appel à l'immigration parce que, tout simplement, la population active diminue. Et quand la population active diminue dans un pays, c'est très défavorable. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez de moins en moins de gens qui vont travailler dans les entreprises, dans les usines, etc. Au Japon, c'est absolument ahurissant. Si vous voulez. La population diminue, elle, depuis je crois, 20 ans. Et la moitié des écoles sont transformées en gros en EHPAD. Bon, ça rend pas forcément très optimiste. Donc, moi, je peux comprendre que l'immigration soit un moyen à ce moment-là, dans les pays où la population décline. Ça suppose d'intégrer, évidemment, ça suppose de bien accueillir et d'intégrer ces populations. Sinon, on va générer plus de problèmes qu'on en résoudra. La France est dans un cas, moi je serais relativement prudent, dans un cas à part. La population continue à augmenter. On a 2 millions de chômeurs. Bon, donc on peut comprendre que l'immigration, ça n'est pas forcément la solution, puisque notre population continue à augmenter. Mais par contre, ça peut être, pour certains types d'emplois, effectivement, ça peut être une solution partielle. Donc, moi, en tant qu'économiste, je pense que ce problème de l'immigration ne peut pas être traité pour tous les pays européens de la même manière. Entre les pays, toute l'Europe de l'Est, la population qui décline, qui décroît, l'Allemagne, et nous, et l'Italie aussi d'ailleurs. On pourrait penser que c'est une solution pour l'Italie. L'Italie, le taux de fécondité des femmes a tellement dégringolé depuis 30 ans qu'en Italie également, la population diminue. Bon, la France est dans une autre situation, avec une population qui, à mon avis, le problème en France, c'est celui d'intégrer les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bonjour, merci de votre intervention. Et je vais un petit peu peut-être vous bousculer, mais avez-vous le sentiment d'innover courageusement en souhaitant penser la croissance autrement? Voilà. Alors, si vous n'avez pas compris ma question, ce n'est pas forcément très grave, mais voilà. Moi j'ai fait un peu d'économie parce que j'ai fait de la sociologie. Et puis, j'ai l'impression de me retrouver dans les années, c'est vieux, hein, j'étais une étudiante attardée puisque j'ai repris des études à 45 ans. Je vais avoir 74 ans le mois prochain. C'est quand même assez ancien, mes études. Voilà, alors ça, bon, si vous pouviez me répondre quand même, ça serait bien. Après, voilà, j'aimerais connaître la durée de vie du modèle. Bon, les économistes, comme beaucoup d'autres disciplines dans ce monde technologique et innovant, opèrent avec des modèles. Est-ce que vous avez réussi, tout en modélisant nos perspectives, à attribuer une durée de vie à votre modèle? Ça, c'est une question très sérieuse. Après, ce modèle, bon, ce sont des économistes qui l'ont fait. Bon, je comprends bien que vous avez
peut-être fait ça aussi avec des démographes, puisque vous avez parlé de démographie, et la démographie, ce n'est pas rien. Par contre, comment un modèle peut-il tenir compte des faits, des faits tragiques qui sont les nôtres aujourd'hui sur un monde clos, et des informations quand même alarmantes qui suivent ce déluge de faits. Voilà. Donc, ça fait quatre éléments. Voilà. En dehors des économistes et des démographes, y avait-il d'autres disciplines dans la construction du modèle? Voilà. Et c'est tout. Je suis pas mal, hein. je suis pas très optimiste Non, mais... là. Merci. Hein. Non, mais ce sont d'excellentes questions. Nous, on a, alors, effectivement, penser la croissance autrement, ce n'est pas forcément très original. Par contre, ce que nous, on a fait, et ce qui a été original, c'est qu'on caractérise cette nouvelle croissance avec les 6 répartitions. Ça, si vous voulez, on considère que c'est très original et personne ne l'a fait. Et c'est parce qu'on a construit une nouvelle théorie de la croissance, une nouvelle modélisation. Je l'ai expliqué rapidement, parce que je vais vous faire grâce des équations ou des hypothèses de base. Mais en gros, en réconciliant, vous avez compris, Keynes et Schumpeter, c'est-à-dire en gros un modèle où l'offre et la demande interagissent en permanence. Bon, où il faut à la fois innover et en même temps avoir une demande. Donc, nous, on considère que, si vous voulez, on est très adapté à la période actuelle. La période actuelle, pour le changement climatique, si je prends cet exemple, il faut que les entreprises françaises fabriquent des pompes à chaleur, fabriquent des éoliennes, du photovoltaïque, etc. Mais il faut aussi que les Français achètent ces produits. Bon, la voiture électrique, c'est le grand symbole. C'est-à-dire actuellement, la voiture électrique est trop chère pour être achetée massivement. Alors, le gouvernement a décidé de subventionner et encore augmenter récemment la subvention pour les ménages modestes. Voilà, donc, on a un vrai problème, c'est qu'effectivement, il faut à la fois innover de manière radicale, de notre point de vue, et en même temps que les salariés puissent acheter ces nouveaux produits. Donc, ça, on considère que ça, c'est très original et que les répartitions que j'ai explicitées, c'est une nouvelle vision. Et de notre point de vue, ça justifie une nouvelle croissance. Ça jette les bases d'une nouvelle croissance avec moins d'inégalités, plus d'attention à l'environnement, etc., etc. Alors, vous aviez plusieurs questions. Dans la chaire a été constituée la chaire a été constituée uniquement d'économistes ou... Non. Bon, si vous voulez, on a une chaire d'économistes, mais on travaille beaucoup avec des sociologues, on travaille beaucoup avec des psychologues, on travaille beaucoup avec des représentants de la société civile, des spécialistes de tous les domaines. Donc, c'est pour ça que je vous ai expliqué qu'effectivement, nous, cette vision, elle n'est pas née spontanément. On a mis avec Jean-Hervé Lorenzi 20 ans à la développer parce qu'on va contre les courants actuels. Parce qu'on continue à vous dire qu'effectivement, la plupart des économistes disent qu'il faut favoriser l'offre, que les politiques qui marchent sont les politiques de l'offre. Ben, nous, on dit non, les politiques qui marchent, c'est les politiques à la fois de l'offre et de la demande. Donc, c'est une vision radicalement nouvelle. Alors, en plus, on rajoute, ce qui est, à mon avis, ce qui est original, on rajoute effectivement l'évolution des générations. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des jeunes générations, des anciennes, etc. Parce que de notre point de vue, on ne peut plus séparer ça. La vision classique, il y a des classes sociales, et puis on oublie les différences entre les jeunes et les anciens. On pense que finalement, en termes de revenus, de pauvreté, de richesse, bien sûr que ça existe, cette vision.
nous, on pense qu'il est fondamental de rajouter la dimension entre générations. Et que je pense qu'on va s'en apercevoir de plus en plus. Bon, sur la perte d'autonomie, voilà un besoin qu'ont les aînés, les anciennes générations. Et demandez-vous pourquoi on n'a pas trouvé de solution. Pourquoi on n'a pas trouvé de solution? Parce que les solutions, c'est actuellement, faut-il faire payer les jeunes générations? Tout le monde n'est pas d'accord. Faut-il faire payer uniquement les retraités? Tout le monde n'est pas d'accord. Faut-il que l'État emprunte pour payer les problèmes de perte d'autonomie? Tout le monde n'est pas d'accord. Donc, actuellement, c'est une impasse. C'est une impasse, et à mon avis, c'est parce qu'on n'a pas posé le problème, effectivement, d'un compromis entre les générations. Et tant qu'on n'aura pas trouvé sur ce problème un compromis entre les générations, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire payer de notre point de vue les jeunes, faire payer des jeunes pour le problème de dépendance qui pourrait leur arriver 60 ou 80 ans après, bon, alors que les jeunes ont des revenus inférieurs, c'est problématique. Faire payer que les retraités, c'est problématique parce que il y a des retraités qui sont relativement modestes, pauvres. Les faire payer pour la dépendance, ce n'est pas possible non plus. Bon, donc tant qu'on ne raisonnera pas, on ne trouvera pas un compromis entre les générations, et cette dimension, si vous voulez, intergénérationnelle, à notre avis, il faut la prendre en compte. Et la perte d'autonomie, c'est l'exemple même où on refuse de trouver un compromis entre générations, et donc on est bloqué. La société française est bloquée là-dessus. Oui. La durée de vie. Oui. Vu les circonstances, en toute honnêteté, je n'en sais rien. Parce que, non, ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre en compte, vous avez vu, les défis. Le défi climatique. Donc, le défi climatique, on le connaît maintenant. Il faut investir massivement. Il y a le changement de comportement, mais notre point de vue, c'est que ça ne suffit pas. Effectivement, il faut favoriser le chauffage à 19 degrés, les douches moins chaudes, etc. Mais vous obtiendrez quoi, 10-15%, ce qui est déjà pas mal, de réduction. Or, en 2050, il faut avoir réduit de 80 à 90% nos consommations d'énergie fossile. Donc, vous voyez que… bon, donc ça, les économistes, nous, on pense qu'on le prend en compte. On prend en compte le fait que le changement de comportement, c'est bien, mais il faut investir pour réduire de 80 à 90% nos rejets de gaz carbonique, donc nos consommations d'énergie fossile. Bon, ça, c'est une donnée qui, à la limite, ne peut que s'aggraver. Si le changement climatique s'accélère, il faudra aller encore plus vite. Mais donc, on a essayé, si vous voulez, on a pris en compte des échelles assez lointaines. Maintenant, la société va évoluer. On ne se fait pas d'illusions. Il y aura sûrement des changements qu'on n'avait pas prévus. Alors, juste ce que je voudrais dire, c'est que je trouve que la présentation que vous en avez faite est une présentation très calme. Mais ce que vous avez présenté, c'est certaines mesures qui sont révolutionnaires. D'ailleurs, le titre, c'est la grande rupture. Mais il y a vraiment un certain nombre de mesures révolutionnaires. On entendrait les mêmes mots concernant la baisse de la part des profits. On pourrait l'entendre de certaines personnes qui seraient, comment dire, avec le poing levé, ce qui n'est pas votre cas. Donc, alors, je voudrais qu'on prenne conscience, quelque part, du caractère, effectivement, assez révolutionnaire, entre guillemets, de la répartition que vous proposez. Donc ça, c'est une première chose. Alors, et ce que vous avez expliqué rapidement, parce que dans le bouquin, il y a les équations, ceux qui veulent vérifier. Et puis, dans le bouquin, vous dites que le modèle, vous l'avez validé sur, en particulier, l'économie américaine, parce que là, vous aviez tous les chiffres, et peut-être que dans le bouquin, c'est très rapide, cette partie-là. Donc, le modèle, il a sûrement ses limites, mais en tout cas, il a été validé. Et donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que donc derrière ça, il y a des propos très calmes,
mais qui sont assez révolutionnaires, hein. Il y a des gens dans la salle peut-être qui trouveront que ce n'est pas suffisant, mais quand même. Et donc, la question subsidiaire que j'ai, c'est quelle a été la réaction des pouvoirs politiques à votre bouquin? Le déni, un accueil, parce que donc, vous êtes deux économistes renommés, quoi, entre Lorenzi et vous-même. C'est pas complètement neutre d'avoir ce type de proposition, quoi, me semble-t-il. Oui, écoutez, moi je crois qu'on peut être révolutionnaire sans forcément crier sur tous les toits, effectivement. Donc, on a conscience qu'on est en rupture. C'est pour ça qu'on a appelé ça la grande rupture. On est en rupture avec les courants économiques classiques et avec une certaine vision politique. Donc, bon, nous, on combat, et le gouvernement le sait, on pense que, effectivement, les politiques de l'offre ne sont plus les solutions. Mais, si vous voulez, on a un accueil mitigé parce que que fait Macron actuellement sur les politiques, finalement, pour les voitures électriques? Il octroie des subventions et il vient d'augmenter, là, il y a une semaine, les subventions pour l'achat de voitures électriques. Ben, nous, si vous voulez, c'est ce qu'on réclamait, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut favoriser l'achat des voitures électriques. Mais on ne peut pas le faire si on ne subventionne pas. Mais d'un autre côté, nous, ce qu'on dit, et on n'est pas toujours suivi, c'est qu'il faut que les entreprises augmentent les salaires. Alors là, vous avez des positions, hein, un certain nombre d'hommes politiques réclament effectivement les augmentations de salaire. En toute honnêteté, on n'a pas de vision globale actuellement. Il y a des entreprises qui sont en train d'augmenter les salaires, hein, de manière relativement importante. Visiblement, elles ne le font pas toutes. Bon, donc, effectivement, nous, on aimerait qu'il y en ait beaucoup plus qui s'engagent dans cette voie. Mais ça suppose une coordination, parce qu'augmenter les salaires, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire au détriment complètement de la compétitivité des entreprises. Donc, ça peut être qu'au cas par cas. Toutes les entreprises ne sont pas capables d'absorber effectivement des augmentations de salaire. Nous, on pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent le faire, et notamment les grandes entreprises, et qu'elles devraient donner l'exemple. En gros, elles auraient dû augmenter les salaires depuis l'inflation, depuis le début d'année, elles auraient dû augmenter partout où elles pouvaient, elles auraient dû augmenter beaucoup plus les salaires. Bon, donc, je dirais, réaction mitigée. On n'a pas de franche adhésion, on n'a pas de franc refus. Voilà, donc, pour nous, le débat va se poursuivre. Oui, bonjour. Ici. Mais je vous remercie de votre intervention de révolutionnaire calme, puisque je reprends l'expression de Jean-Marie. Cependant, j'apporterai quelques critiques gentilles. J'ai trouvé l'utilisation de votre terme de conflit, de guerre intergénérationnelle, un peu hâtiveur. Et ça éveille en moi une certaine méfiance. Quand vous faites des modélisations à 30 ans, j'ai envie, je suis critique vis-à-vis de pas mal d'économistes financiers, j'ai envie de vous dire, mais les modélisations qui ont été faites dans les années 80-90, quel nombre d'éléments n'ont pas été anticipés? Entre autres, les fameuses bulles financières, quelques virus qui se baladent, l'éruption d'un volcan, des crises, des guerres, enfin, j'en passe. Donc, ça me semble un peu hasardeux de tenter des modélisations à long terme. Surtout quand on regarde l'impact des décisions des économistes ou des financiers. Alors, entre autres, il n'y a pas longtemps, je pense un mois ou deux, Renault, la marque de voiture,
national annonçait qu'il lançait une usine entièrement française, un nouveau concept d'une voiture électrique, parce que c'est la mode. J'ai dit bravo. Malheureusement, les modèles qui vont être faits, ce sont des SUV. Et les SUV, ce sont les voitures les plus lourdes, les plus grosses, qui consomment le plus d'énergie. Même l'énergie électrique ne sera pas illimitée. Donc, le fait que des financiers, pour des raisons économiques, disent on va faire des SUV, et un des responsables est passé sur France Inter il y a pas longtemps, il a dit en souriant, il y a de la demande. Et tant qu'il y a de la demande de SUV, on fera des SUV électriques. Bon, c'est une ineptie. Il n'y a pas longtemps, Renault, il y a quand même une part dans l'état-major de tête économique formée dans les grandes écoles. Il n'y a pas longtemps, l'an dernier, même pas un an, nous avons appris que les compagnies aériennes, alors on parle du CO2, de la consommation d'énergie, les compagnies aériennes entretenaient des lignes avec des avions vides pour conserver le droit à l'escale. Bon, c'était un scandale. C'est passé rapidement. Mais c'était une gestion économique rentable. Et c'est pour ça que je suis un peu sarcastique vis-à-vis des économistes, parce que quand on parle d'environnement ou d'écologie, il ne faut surtout pas confier le pouvoir aux économistes. Alors, ensuite, votre remarque sur les mathématiques et les sciences. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec des profs de grandes écoles. Il se trouve, vous avez dit qu'il faudrait revoir la qualité ou le niveau des mathématiques. Je parle des sciences en général. Mais monsieur, vous ne devez pas ignorer que la majorité des étudiants qui sortent hautement diplômés avec des gros salaires de nos écoles d'ingénieurs, de nos filières scientifiques, maths, physique, chimie, ils sont embauchés par les secteurs financiers, par les secteurs bancaires et par les traders. Vous avez les trucs de l'éducation nationale, oui. Non, les collègues de mathématiques confirment. Et ensuite, ça a changé, hein, monsieur, là-dessus. Ça a changé parce que je peux vous dire, par exemple, bon, je connais bien les centrales puisque j'en suis issu. Bon, vous aviez, il y a 10 ans, 10-15 ans, vous aviez 80 à 100 ingénieurs qui rentraient dans la finance. Oui. Bon, vous n'en avez plus que 15-20. Donc, non, vous avez raison, mais bon, ça, heureusement que les ingénieurs sont en train de revenir au monde réel et ne plus aller autant dans la finance. Non, pas là. Oui. Enfin, le dernier point, la dépendance. La dépendance, il n'y a pas de conflit de génération. Ça fait déjà un moment que, permettez-moi, notre génération, nous avons payé les frais de dépendance de nos parents en vendant le bien familial et que nos enfants paieront nos frais de dépendance en vendant la maison familiale. Nous sommes sûrement plusieurs dans cette salle à avoir vendu, ainsi de suite. Or, comment ça s'est passé? Cet argent, il est géré par les 3 grandes firmes financières économiques qui gèrent les MAPAD et les EHPAD. PA s'est fait prendre la main dans le pot de confiture, mais les autres sont pareils. Et cette histoire, quand on regarde ce qu'on appelle les frais de dépendance qu'on voudrait faire supporter, autrefois c'était les conseils départementaux qui géraient les EHPAD, maintenant on le porte sur le budget national. Cet argent, il vient du bien-être, du patrimoine familial et il est destiné à payer des actionnaires. Et ça continue. Voilà, non, il y a beaucoup d'éléments dans votre intervention. Peut-être sur les SUV. Non, mais moi, je suis d'accord avec vous, si vous voulez. Mais les constructeurs construisent des SUV, c'est effectivement contraire à toute politique de réduction des rejets de gaz carbonique, effectivement. Mais là, il y a une demande. Alors, il va falloir que les citoyens, effectivement, arrêtent de demander la construction de SUV ou que l'État interdise
ou réglemente sévèrement les SUV. Donc, si effectivement, on est face à ce genre de problématique, c'est-à-dire que si on fait confiance au marché, aux citoyens, les citoyens continuent à vouloir prendre l'avion de manière… vous avez bien vu que c'est reparti, les voyages aériens sont repartis comme de plus belle époque. Les SUV, effectivement, on en commande. Donc, la transition va être chaotique. La transition écologique va être chaotique. Et moi, je crois qu'il faut que l'État soit beaucoup plus interventionniste. Justement, c'est sur ce dernier point que je voudrais parler. Parce que j'ai ressenti au cours de votre propos que vous faisiez finalement l'hypothèse qu'on pouvait maîtriser dans un temps relativement raisonnable la dégradation, disons, de l'environnement. Or là, mais tout dépend de ça. Je veux dire que tout ce que vous avez raconté à côté dépend de notre capacité justement à résoudre ce problème. Et ce n'est pas que le réchauffement climatique, hein, c'est le manque d'eau, c'est la pollution généralisée, c'est le problème de biodiversité, c'est les déchets qui s'accumulent partout. Donc, c'est monumental. Donc, moi, je pense que votre développement dépend essentiellement de la résolution de ce problème. Et ce problème ne dépend pas que de la France. C'est-à-dire que nous sommes dans une économie mondialisée et je ne vois pas comment, si vous n'arrivez pas à contaminer, excusez-moi, c'est un mot qu'il ne faut pas employer aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à contaminer les autres pays qui sont, disons, les leaders de la mondialisation, comment on va s'en sortir? Parce qu'on est dans une économie mondialisée dont la valeur essentielle encore aujourd'hui, voire les SUV qu'on vous parlé tout à l'heure, c'est le profit immédiat, c'est la temporalité de l'immédiateté. Or, vous savez très bien qu'on ne peut pas résoudre le problème de l'environnement dans une temporalité de l'immédiateté. Donc, il y a à mon avis, il y a une tension énorme entre votre propos économique et, disons, ce problème fondamental de l'environnement. Alors peut-être, oui, non, mais on en a conscience. Simplement, quand même, je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce qui est jugé prioritaire, c'est le changement climatique. C'est-à-dire que le réchauffement de la Terre menace la vie sur la planète. Et donc, nous, on considère, et moi je considère que c'est le principal objectif, qu'on ne va pas pouvoir traiter tous les problèmes. On ne va pas pouvoir effectivement réduire à zéro la consommation des énergies fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon, et en même temps, effectivement, avoir une politique de zéro déchet, recycler tous les déchets. Il faut le faire, mais l'objectif premier, et j'écoute les spécialistes du GIEC, si vous voulez, on a une menace planétaire liée au réchauffement, et que donc il faut arrêter effectivement de rejeter du gaz carbonique, tous les gaz à effet de serre. Et ça, c'est la priorité. Et moi, je pense que cette priorité, on peut l'atteindre si effectivement tous les pays s'y mettent, et que effectivement, si on continue dans le cadre de l'accord de Paris, il y a beaucoup de si. Mais c'est envisageable. C'est-à-dire que nous, sur le plan économique, on dit qu'il n'y a rien d'infaisable. Par exemple, les investissements de 50 milliards par an, c'est considérable. Il faut investir 50 milliards de plus par an. Mais ce que nous, on souligne, c'est qu'il y a 30-40 ans, on investissait 60 ou 70 milliards de plus en France. C'est-à-dire que donc, ces investissements de 50 milliards, ça n'est pas physiquement impossible. Dans les 30 glorieuses, on investissait beaucoup plus. Bon, donc, si vous voulez, sur le point de vue économique, c'est que ça n'est pas irréalisable. On a déjà, dans certaines périodes de l'histoire de France, on a déjà beaucoup plus investi et que l'économie ne s'en portait pas plus mal, au contraire. Voilà, donc ce qu'on veut dire, c'est que les limites économiques, sur le plan des limites économiques, c'est faisable. Des objectifs économiques,
tout ça est faisable, à condition évidemment de… Le premier problème, c'est celui d'arrêter effectivement d'utiliser les combustibles fossiles. Ouais, j'aime bien, si vous voulez, notre philosophe centenaire, Edgar Morin, qui dit dans un de ses derniers livres, il faut absolument réduire et il faut faire décroître toutes les activités nocives, comme les rejets de gaz carbonique, et il faut faire croître toutes les activités positives, comme la santé, l'éducation, etc. Voilà. Donc, c'est ça qui anime un peu notre vision. Et vous dites que c'est économiquement possible. Oui, nous, on est persuadés qu'économiquement, c'est possible. Vous allez la voir. Oui, très bref. Je reviens un peu au titre de votre conférence, que c'est la conciliation entre Schumpeter et Keynes. Je crois que c'est un travail relativement facile, puisque tous les deux, ils nagent dans la même piscine du capitalisme. Mais ça serait plus intéressant de concilier Marx avec Schumpeter. Marx, le pauvre, qu'on sait qu'il ne tenait pas debout avec un tabouret à deux pattes, le capital et le travail, et qu'il aurait fallu cette troisième patte qui a apporté Schumpeter, que c'était l'innovation, que c'était la figure de l'entrepreneur. D'une. De deux, l'histoire de la prospective. Je me souviens que quand j'étais jeune, je parle du 20e siècle, pas du 19e, et on faisait des exercices de prospective, c'était les années 69-70, sur l'horizon 85. Et on regardait les 85 avec une sorte de prismatique à très long terme. On disait où c'est les 85 ? Bon, nous voilà 40 ans ou 50 ans après. Et donc, ces années 70, avec les tableaux Leontief, avec divers outils de l'économétrie, on faisait une prospective pour l'année 85. On a fini, on a eu notre diplôme, et patatras, 74, c'est la crise du pétrole, et tous les tableaux Leontief, et tout ça, ça devient… Alors, on a regardé qu'est-ce qui devenait notre prospective, et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas inclus dans nos travaux ce phénomène des catastrophes catastrophiques, malgré la redondance. Et on s'est amusé beaucoup à cette boutade d'Alain Peyrefitte qui disait que la prospective, c'est un art très difficile, surtout quand il s'agit du futur. Et on s'est posé la question de est-ce que ça serait possible dans tous ces modèles de prospective inclure un petit chapitre, même si c'est pas très long, sur les possibles catastrophes qu'ils peuvent, comment dirais-je, déranger, qui pouvaient rendre inutiles tous nos travaux de prospective. Merci. Oui, belle question, mais non, on n'est pas des, si vous voulez, on n'est pas réellement intéressé, si vous voulez, à essayer de prévoir toutes les catastrophes possibles. C'est un exercice vain. Moi, c'est un exercice, je pense, qui n'a pas un intérêt très grand, je vais vous le dire franchement, qui aurait prévu la guerre en Ukraine. Bon. Il suffit de se reporter il y a quelques mois. Personne n'avait prévu la guerre en Ukraine. Et quand les Américains l'annonçaient, la moitié des Européens pensaient qu'ils se trompaient. Bon. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt d'un exercice, si vous voulez, sur les catastrophes. Il y a des spécialistes pour ça. Nous, on n'est pas spécialistes des futures catastrophes. Nous, on essaye de trouver des chemins économiques réalisables, faisables, etc. Et c'est pour ça que, si vous voulez, on considère que économiquement,
c'est un défi, mais c'est un défi surmontable. Tout ce que ça soit lié, réduire les inégalités sociales, lutter contre le changement climatique, tout ça, ce sont des défis faisables, de notre point de vue. Maintenant, bon, j'aime bien votre effectivement proposition de réconcilier Marx et Schumpeter. Ça sera peut-être un autre ouvrage. Mais vous savez, Schumpeter a été quand même celui qui avait prévu, qui avait prédit la victoire du socialisme, la victoire des pays socialistes de l'époque. Bon, il s'est quand même beaucoup trompé là-dessus. Bon, donc, il faut faire attention aux prévisions sur les régimes politiques. Bon, nous, on n'est pas des politologues, on n'est pas, donc on ne va pas se risquer, si vous voulez, sur les prévisions des régimes politiques. On se risque déjà, ce qui est beaucoup, on est les seuls économistes à essayer de prévoir une trajectoire économique future. Merci. Oui, bonjour. Effectivement, alors le plus gros défi, c'est effectivement celui de l'évolution climatique, hein, qui est inquiétante. Mais moi, je voudrais revenir sur des choses plus simples. Quand vous parliez, par exemple, de la baisse du taux de fécondité des femmes, aujourd'hui, quand on est en entreprise, on sait qu'on n'est pas embauché avant l'âge de 35 ans. 35 ans pour une femme, son cycle de reproductivité est largement entamé. Donc, puisqu'à partir de 40 ans, on peut considérer qu'une femme a peu de chances de tomber enceinte et d'avoir des enfants. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux sociétés, typiquement, de faire l'effort d'embaucher les femmes plus rapidement? Ça me semble quelque chose de très facile à mettre en œuvre. De faire porter aussi l'effort, parce que très souvent, les femmes qui ont des enfants, c'est elles qui portent l'effort par rapport au salaire. C'est les femmes qui portent la seule responsabilité et les baisses de salaire, enfin, pas les baisses de salaire, mais l'absence d'évolution de leur salaire pèse simplement sur les femmes, alors qu'elles devraient peser, à mon sens, sur toute la collectivité, puisque c'est la collectivité qui va profiter des enfants. J'avais une autre idée. Alors moi, je donne des idées. Par rapport au vieillissement des gens, personnellement, je ne tiens pas à vivre jusqu'à 98 ans avec un Alzheimer, à dépenser tout le patrimoine que je pourrais donner à mes enfants. Donc moi, j'attends le vote d'une loi qui permette aux gens de choisir sur leur fin de vie et de partir en douceur avec leurs enfants et dans l'amour, enfin voilà, sans mettre les enfants dans l'épreuve insupportable de voir les parents qui perdent complètement l'esprit. Enfin voilà, je trouve que ça peut être même dégradant, c'est pas forcément l'image que j'ai envie de donner à mes enfants. Donc pourquoi ne pas adopter ces lois qui ont été adoptées en Belgique, qui sont adoptées en Suisse? Ça permettrait justement à ces personnes d'un certain âge de dépenser leur argent plutôt que d'épargner pour payer l'EHPAD. Voilà. Et quid des parachutes dorés qui pourraient être réinvestis dans de la recherche. Donc pour moi, il y a des tas de possibilités. On repasserait déjà aussi par revoir les systèmes de management dans les sociétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, attendez, je continue, je m'arrêterai juste après. Non, à un moment donné, il faut laisser la parole aussi aux autres personnes. Donc oui, vous donnez plein d'idées, c'est très bien. Mais, non, mais je pense qu'on a entendu. Tu prends le micro? Non, mais il y a encore plein de questions dans la salle. Je suis désolé, hein, mais il y a plein de questions dans la salle. Vas-y, prends le micro. Non, mais excuse-moi, Ryan. Et oui, c'est la règle du jeu. Voilà, allez-y. Vous avez plein d'idées, c'est très bien, madame, mais il y a encore d'autres questions. Est-ce que vous avez beaucoup d'idées. Peut-être la question, effectivement, ma première question que vous posiez, c'est faut-il lutter contre la baisse de la fécondité des femmes? Moi, je pense que c'est un problème. Quand je vois effectivement ce qui se passe dans les pays vieillissants, comme le Japon, l'Italie, où le taux de fécondité des femmes a dégringolé de manière absolument ahurissante, hein. On est à
1,2, je crois, 1,1, 1,2 enfants par femme. En France, on est à 1,8 à peu près. Bon, moi, j'ai le sentiment, quand j'observe ces sociétés comme la société japonaise et la société italienne, qu'on ne maîtrise plus, que ce sont des sociétés qui n'arrivent plus à maîtriser leur destin, qui n'ont plus d'avenir. Donc, bon, l'Italie, ce que je racontais, c'est la décroissance économique, le chômage très important, 2 millions de jeunes Italiens qui sont partis, qui ont abandonné ce pays, etc. Donc, la décroissance de la population, j'avoue, en tant qu'économiste, je m'interroge, c'est un phénomène que je ne sais pas si on arrive à maîtriser. C'est un cercle vicieux au travers du Japon et d'Italie. Bon. Donc, je pense qu'effectivement, il faut quand même faire attention au taux de natalité. Et donc, il faut tout faire pour que, effectivement, les femmes qui veulent avoir des enfants, tout en travaillant, puissent les avoir. Alors, en France, on est un peu favorisé là-dessus par rapport aux autres pays, mais effectivement, néanmoins, je pense qu'il faut refaire de nouveaux efforts pour favoriser effectivement le taux de fécondité des femmes et le partage des tâches, en gros aussi, le partage des tâches entre les hommes et les femmes. Ouais, j'en dirai peut-être pas plus. Oui, bonjour. Bon, vous venez de présenter un modèle innovant qui a l'air séduisant, puisque je pense que vous avez bien réfléchi. Globalement, les différentes propositions que vous faites doivent tenir la route. Vous avez signalé 6 répartitions qu'il faudrait modifier. Donc, indirectement, vous avez créé 6 groupes de personnes qui peuvent s'opposer sur l'endroit où il faut mettre le curseur. Et vous êtes en plus en décalage avec beaucoup des recommandations que font les économistes. Et donc, moi, ma question, c'est votre modèle. Comment est-ce que vous voyez la mise en œuvre dans le futur? Quelles sont les idées qu'il faudrait progressivement faire passer dans la société pour qu'ils puissent voir un début de mise en œuvre dans sa entièreté? Alors, question extrêmement intéressante, mais difficile, parce que vous voyez, peut-être quelles sont les priorités que nous, on verrait. Dans les 6 répartitions, bon, moi, je dirais la répartition profit-salaire. Donc, pour nous, c'est une priorité, effectivement, arrêter, dans tous les pays occidentaux, parce qu'il n'y a pas que la France, arrêter, effectivement, cette dérive vers de plus en plus de profits. Donc, réorienter vers l'augmentation des salaires, ça, c'est une petite révolution. Et peut-être que la crise, petite ou grande révolution, non, parce qu'il y en a plusieurs de révolutions, il y en a tellement même. Bon, c'est sans doute une grande révolution conceptuelle, parce que, en gros, effectivement, depuis l'époque de Reagan-Thatcher, on a essayé de modérer les salaires, de les réduire partout où on pouvait, etc. Bon, donc réaugmenter les salaires, mais ça suppose un cercle vertueux, parce qu'on augmente les salaires, il faut qu'en même temps que les gains de productivité augmentent. Donc, il faut innover. Donc, vous voyez que c'est un nouveau cercle à créer. Parce que si l'État a décrété d'augmenter les salaires et que les entreprises ne deviennent pas compétitives, elles vont licencier, etc. Bon, donc il faut faire attention, il faut augmenter les salaires, mais créer la nouvelle dynamique de gains de productivité, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, de mon point de vue et de notre point de vue, c'est la priorité, c'est réduire les inégalités entre les générations. Et donc, faire un effort considérable pour mieux insérer les jeunes. Nous, on est préoccupés, si vous voulez, par le décalage entre les jeunes et les aînés. Et, bon, ce qui fait qu'un certain nombre de jeunes, vous voyez bien qu'un certain nombre de jeunes reprochent aux baby-boomers d'avoir trop profité. Bon, ce qui n'est pas tout à fait sûrement la réalité, mais il y a un problème, c'est qu'effectivement, ils ont le sentiment d'être mis à l'écart, de ne pas être favorisés, d'avoir des revenus plus faibles. Je parle surtout des jeunes qui ne sont pas les très diplômés. Donc là, on a un vrai problème
à mon avis, c'est donc une autre priorité. Après le partage profit-salaire, je dirais, c'est l'investissement en faveur des jeunes générations. On approche il reste 10 minutes à peu près là. Donc, est-ce qu'il y a encore plusieurs questions? On va les regrouper éventuellement s'il y en a d'autres là. Ou alors, ouais, d'accord. Bon, okay, donc, il y en a une derrière toi, okay. Jean-François aussi. Ok. Je vais être un peu critique, quitte à être un petit peu caricatural. Je suis économiste et philosophe. Si je suis économiste, je dis, ah bon, il propose quelques petits millions différents de ce qu'on voit ailleurs. Mais si je prends ma casquette de philosophe, je ne vois aucune rupture dans ce que vous dites. Je n'y vois que ce qu'on voit partout à la tribune, dans le Wall Street. Je ne vois strictement aucune rupture de quoi que ce soit. Je ne comprends pas comment on peut parler de rupture là. Vous ne semblez pas avoir intégré que l'économie mondiale est en train de consommer quasi 2 planètes par an et qu'on est au bord du gouffre et vous proposez de retrouver le rythme de croissance des 30 glorieuses. Je crois que là, il y a… En fait, je prends la parole parce que j'ai trouvé le mot qui me vient à l'esprit. Je crois que vous avez fait un exposé hors sol. Hors sol, il me semble. Hors sol, complètement à côté de la réalité biophysique. D'ailleurs, Keynes et Schumpeter n'ont plus rien à faire sur Terre. Là, maintenant, on est à l'Anthropocène. Je ne connais que 2 économistes qu'on peut encore lire, c'est Polanyi et Georges Skurogan, l'élève de Schumpeter qui était bien contre la notion de destruction créatrice et qui avait complètement raison. Complètement. Nous sommes dans le monde de Georges Skurogan, non plus celui de Schumpeter. Il faut l'intégrer. Voilà. Non, mais, oui. Non, mais vous posez on a une vraie différence avec vous. Nous, on ne croit pas à la décroissance et on croit à une croissance raisonnable. Alors, pas du tout celle des 30 glorieuses, on sait bien qu'on n'y reviendra pas. Mais on pense qu'une croissance, et on l'a quantifié dans notre livre, une croissance autour de 2 points, c'est une croissance qui est relativement raisonnable, qui permet de satisfaire beaucoup de défis et qui permet de lutter contre le changement climatique. Il ne faut pas oublier que la France a réussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre depuis les années 90, modérément, mais tout en ayant de la croissance, autour de, mettons, 1,5, 2 points. Donc, on pense qu'avec les investissements massifs qu'on préconise, 50 milliards, excusez-moi, ce n'est pas rien. Vous trouvez que ce n'est pas une rupture, 100 milliards de plus pour les salaires, vous trouvez que ce n'est pas une rupture, écoutez, le MEDEF ne trouve pas que ça soit insignifiant. Bon, donc, investir 50 milliards par an de plus, c'est considérable. Et ça suppose de changer le système électrique, énergie renouvelable, nucléaire, etc., de doubler ou tripler la production d'électricité. Nous, on pense que c'est tout à fait réalisable dans les 30 ans qui viennent. Voilà, en ce sens, ce sont des ruptures. Augmenter les revenus des jeunes de 20% alors qu'on les a réduits de 20%, excusez-moi, moi je trouve que c'est une rupture. C'est-à-dire que sur les grandes tendances, on préconise d'aller dans l'autre sens contraire. Voilà. Nous, on ne croit pas à la décroissance. On pense que la décroissance, je prends l'exemple de l'Italie, je ne vais pas revenir dessus, que c'est l'antimodèle. La décroissance, c'est le refus d'accepter les jeunes, parce que vous allez, avec la décroissance, vous allez supprimer des emplois qui vont en souffrir au départ. Ce sont les jeunes qui n'arriveront plus à s'insérer sur le marché du travail. Et en France, on est dans un pays où il y a encore 80 000 ou 100 000 jeunes qui arrivent par an sur le marché du travail. Voilà, donc ce qui nous oppose, je pense, effectivement, c'est cette vision, on ne croit pas du tout à la décroissance. Alors, oui, alors vas-y, il y a encore… à qui tu veux donner le micro là? Je fais dans l'ordre, moi. Oui, oui. Je fais toujours dans l'ordre. Mais dans l'ordre de ce que tu as vu, moi je l'ai vu différemment. Je vois bien, je vois. Bon. Et donc, vas-y. Ah, ok. Alors, on arrive aux 2 dernières questions. Alors, il y a encore une autre question là-bas, puis on s'arrêtera là. Hein. Après, je vous rappelle qu'il y aura un apéritif et que vous pourrez en discuter pendant cet apéritif avec le conférencier. Je vous rappelle.
Alors, le titre de la conférence, c'était… moi, j'étais trompé par le titre. Je ne pensais pas du tout qu'on allait parler de ça ce soir. Excusez-moi. Et très intéressant. Après, moi, elle va être simple, ma question. Que pensent les jeunes de ce que vous dites? Est-ce que vous avez déjà fait cette conférence sur un groupe de jeunes, pas un groupe de jeunes comme nous? Nous, on est des vintage ici, hein. On est très vintage. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ils ont réagi? Est-ce qu'ils vous ont trouvé nouveau? Ou est-ce qu'ils vous ont trouvé, comme dit monsieur, vous parlez comme un vieux? Est-ce que vous êtes connecté, pas connecté? Est-ce qu'ils vous ont dit des choses comme ça? Est-ce que vous êtes capable de nous le dire sincèrement? Oui, écoutez, bon, on est une chaire, donc transition démographique. Alors, pour simplifier, on dit qu'on étudie le vieillissement. En fait, nous, on étudie la transition démographique. C'est-à-dire qu'on étudie le fait qu'il y a de plus en plus de personnes âgées et qu'il y a de moins en moins de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. C'est les deux. Bon, donc, on fait dans nos conférences, on fait venir des jeunes de l'université, des jeunes du mouvement associatif, etc. Donc, nous, on ressent chez les jeunes, effectivement, cette peur de l'avenir, le fait qu'ils se considèrent comme en partie sacrifiés. Donc, c'est pour ça qu'on a, nous, si vous voulez, on s'est penché sur la répartition des revenus. Le fait que les jeunes, il y a 50 ans, les jeunes avaient des revenus supérieurs à la moyenne à 25 ans et que maintenant, c'est l'inverse, ça traduit cette réalité. Parce qu'au départ, si vous voulez, bon, on n'avait pas été plongé dans toutes les statistiques. Et puis, quand des jeunes nous ont dit écoutez, nous, on a le sentiment qu'on vit moins bien que nos parents ou grands-parents lorsqu'ils étaient jeunes, on est allé vérifier. Et ils ont raison. Voilà, donc maintenant, si vous voulez, les jeunes, il faut faire attention. C'est un vocable qui regroupe des jeunes très diplômés, des jeunes déqualifiés, etc. Et que je pense qu'il y a des réactions et des attentes différentes. Mais en tout cas, il y a une attente générale des jeunes, c'est qu'on les aide à résoudre le problème du changement climatique. Et que là, ils font un reproche politique. Ils font un reproche politique à notre génération de ne pas avoir assez fait contre le changement climatique. Et à mon avis, ils ont raison sur ce plan-là. Sur les autres aspects, je serais plus prudent, mais oui, on associe systématiquement des jeunes dans toutes nos conférences. Et on essaye de tenir compte. Et je pense qu'ils sont sensibles aux idées de répartition. À chaque fois qu'on en a parlé, ils étaient très sensibles à ça. Bon, alors, dernière question. Dernière question. Moi, je ne dirais pas comme Jean-François, mon ami avant moi, là. Je trouve qu'il y a des propositions intéressantes dans ce que vous dites. Maintenant, je me demande comment on va les appliquer et je pense qu'il faudrait un régime chinois pour le faire. Bon, alors, ça, c'est un aparté. Deuxièmement, quand vous dites qu'il faut passer 100 milliards des revenus des dividendes sur les salaires, ça me paraît assez intéressant. Mais en relation avec la transition climatique, quand on dit qu'il faudrait, pour atteindre les 2 degrés à la fin du siècle, laisser 80% des énergies fossiles dans le sol, je ne vois pas comment on va pouvoir continuer à rouler avec 30, pour ne parler que de la France, je ne parle pas au niveau mondial, avec 30 millions de voitures ou de transports qui roulent avec l'énergie fossile, et que le 1 million de voitures électriques que l'on se propose d'atteindre dans 5 ans ou 10 ans, je ne sais plus, me paraît une goutte d'eau par rapport à qui pourra se la payer et qui va continuer à rouler, etc., si on laisse l'énergie fossile dessous. Voilà, bon, après, dans ce que vous dites, il me paraît qu'il y a des propositions intéressantes. Et ma dernière question serait comment vous vous situez par rapport aux économistes atterrés que vous devez connaître. Oui. Bon, sur le changement climatique, peut-être d'abord et après les économistes atterrés. Le changement climatique, c'est tout le défi, effectivement, de créer un cercle vertueux. Moi, je suis persuadé que si on s'en donne les moyens, il est possible de favoriser dans 15 ans, 20 millions de voitures électriques, des éoliennes en mer qui produisent au moins 30% de la production d'électricité,
des quelques centrales nucléaires, au moins maintenir le parc nucléaire actuel, même s'il a des soucis, etc. Arriver à doubler la production d'électricité parce qu'il faut remplacer le gaz et le charbon par de l'électricité, par des usages électriques. Je pense que tout ça est possible à condition effectivement qu'on ait un peu de croissance, des gains de productivité, vous avez compris, et puis qu'on augmente les revenus, Sinon, l'équation nous semble impossible. Les économistes atterrés, bon, on les connaît, si on discute avec eux. Donc, on a des points d'accord. Bon, points d'accord sur, effectivement, le partage profit-salaire, on a des points d'accord. Bon, on n'a pas... De notre point de vue, ils oublient la dimension intergénérationnelle. Jeunes, opposition jeunes et seniors. Je pense qu'ils sous-estiment les problèmes de formation, d'importance de la formation, etc. Mais en gros, on a des points d'accord et puis on a des points de désaccord. OK. Écoutez, on va s'arrêter là. Juste, je voudrais dire que dans ce bouquin, outre le modèle et puis les préconisations que vous faites là, et je pense que ça peut intéresser les gens du GREPP, il y a toute une partie sur l'histoire des idées qui cite Polanyi. Hein, certains dans la salle se réfèrent à Polanyi. Il fait partie de vos références. Il fait Ellul, Diamond, Durkheim, Wittgenstein, Stern, Aguillon, Piketty font partie aussi, Foucault, Braudel même, font partie disons de tout un gros chapitre, même il y a plusieurs chapitres qui sont liés aux histoires des idées. Donc, encore une fois, moi je vous invite tous à creuser ce bouquin-là, et puis il n'est pas très gros, 200 pages, là, qui se digère assez facilement. Je trouve. Bon, voilà. Donc, et puis, bien sûr, vous pouvez continuer à discuter maintenant avec M. Wilmer, que je remercie encore d'être venu à Toulouse par ce beau temps, et puis à vous tous également d'être venus par ce beau temps pour continuer à discuter. Merci à tous. Merci.